cette dernière table ronde de la matinée. Table ronde qui porte sur l'accès aux produits de santé, comment l'améliorer pour les patients. Et je propose à nos deux animateurs, donc Olivier Leroux, président du groupe Servier, et David Leu, directeur général d'Ipsen, de rejoindre l'estrade. Merci. Merci Didier. Je vais appeler à cette troisième table ronde tout d'abord Delphine Ouzelot du cabinet Prioritis, et puis Madame Catherine Deroche, Magali Léo et Monsieur Thomas Vanek. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette troisième table ronde qui va être sur le thème de l'accès au marché. Et vous savez que l'activité de notre industrie est caractérisée par un continuum qui va de l'innovation fondamentale, la recherche fondamentale dans le but de découvrir, tout cela pour sauver et soigner des vies, et passe par l'accès au marché, et puis après, évidemment, la vie du médicament ou de la solution de santé sur le marché. Ce matin, nous avons traité de deux premiers thèmes, qui étaient celui de l'innovation, la recherche pour innover, puis celui de l'industrialisation de cette innovation. Et nous allons parler avec vous maintenant, échanger avec vous maintenant sur ce thème de l'accès au marché. Et pour ce faire, il nous a semblé intéressant de partir d'une étude comparative, c'est-à-dire comment se situe l'évaluation en France si on la projette sur un plan européen, donc en prenant un petit peu de distance, et pour donner ces éléments de décor et permettre un échange entre chacun de vous, je vais proposer à Madame Ouzelot, vice-présidente du cabinet Prioritis, de nous donner quelques éléments mettant en perspective cette évaluation. Pardonnez-moi, je ne vous ai peut-être pas présenté chacun, donc je vais le faire. Madame Ouzelot du cabinet Prioritis, Madame Léo de l'association Redalo, vous êtes donc la responsable du plaidoyer de cette association qui réunit des patients dans le domaine rénal, dans le domaine principalement donc des maladies diabétiques qui atteignent le rein, enfin les reins. Et puis Madame Deroche, vous êtes vice-présidente ou présidente de la commission des affaires sociales au Sénat, et vous êtes sénatrice du Maine-et-Loire. Et Monsieur Vanek, nous vous connaissons, directeur général de la Haute Autorité de Santé. Sans plus attendre, Madame Ouzelot, je vous laisse la parole pour présenter les résultats de cette étude de mise en perspective de l'évaluation au sein de la communauté européenne. Merci. Bonjour à tous et donc merci pour cette invitation. Donc le G5 en partenariat avec le LEM nous a demandé il y a quelque temps de conduire une étude afin d'évaluer les difficultés d'accès pour les médicaments en France et de mettre les résultats de cette perspective, ces résultats en perspective avec les principaux pays européens. Donc, je vais rapidement vous présenter la méthodologie sur laquelle nous avons travaillé. Nous avons identifié les autorisations de mise sur le marché européennes obtenues entre juin 2017 et décembre 2020, toute indication thérapeutique confondue au départ. Puis nous avons choisi de travailler sur un certain nombre d'aires thérapeutiques qui sont présentées à l'écran. Ces aires thérapeutiques représentaient 57% des AMM obtenus sur cette période-là, avec une partie extrêmement importante d'oncologie, puisque l'oncologie avait été choisie à retenir comme aire thérapeutique, l'oncologie représentant 57% de ces AMM européennes sur cette période de référence. Nous avons ensuite choisi de travailler sur différents axes d'intérêt pour évaluer la manière dont la Haute Autorité de Santé évalue les médicaments en France. Nous avons travaillé d'abord sur les refus de remboursement dans la totalité de l'indication, c'est-à-dire les produits qui obtiennent un service médical rendu insuffisant. Nous les avons mis en perspective européenne pour voir comment ces médicaments avaient été traités dans les autres pays européens. Nous avons également travaillé sur les indications qui, bien qu'ayant obtenu un avis favorable de la Commission de la transparence,
n'ont pas obtenu leur inscription sur la liste en sus. Je parlerai de cette étape un petit peu plus tard dans notre présentation. À noter qu'à septembre 2021, qui est la date de mise à jour de cette étude, la Commission de la transparence avait évalué 91% des avis qui avaient obtenu leur AMM sur la période de référence. Et on notera que c'est l'agence qui a le plus évalué à cette date. Si on fait un focus maintenant sur les indications qui ont obtenu un service médical rendu insuffisant dans la totalité de leurs indications, elles sont sur cette période et sur les aires thérapeutiques qui ont été retenues au nombre de 34, avec un nombre important de produits en oncologie qui ont obtenu un service médical rendu insuffisant, puisqu'ils sont au nombre de 56% de ces avis défavorables. On observe également 18% d'avis défavorables dans les maladies rares, ainsi que 18% de maladies rares en diabétologie. En revanche, il n'y a eu aucun avis défavorable en antibiothérapie, ni dans les maladies inflammatoires, ni dans la migraine. Un point également intéressant à noter, c'est que 15% de ces produits qui ont obtenu un service médical rendu insuffisant avaient au préalable bénéficié d'une ATU. Si on regarde maintenant la mise en perspective de ces produits qui ont obtenu un avis défavorable au remboursement en France, la première constatation qu'on peut faire, c'est qu'aucun de ces produits n'a obtenu un avis négatif en Allemagne. Les avis en Allemagne sont systématiquement positifs. Ce qu'on note aussi, c'est que dans 60% des cas, la Commission de la transparence a été seule à donner un avis défavorable au remboursement. Aucun des autres pays européens, les pays européens que nous avons regardés dans cette étude étaient l'Allemagne, l'Angleterre, l'Écosse, l'Espagne. Aucun de ces autres pays n'avait donné un avis défavorable dans 60% des cas. Néanmoins, cette analyse pour l'instant est à prendre avec certaines limites, puisque l'Espagne a encore beaucoup d'avis qui n'ont pas été rendus et qui sont en attente de publication. Donc tous ces avis manquants font que la mise en perspective européenne reste encore un peu aléatoire. Et nous allons continuer à suivre la publication de ces avis pour faire une mise à jour de cette étude au moment de début 2022. L'Espagne a pris beaucoup de retard dans la publication avec la crise du Covid, ce qui fait que du coup on a beaucoup d'attentes sur pas mal de produits. Ensuite, ce que nous avons étudié, c'est les raisons de ces avis défavorables obtenus en France et dans les autres pays pour lesquels il y a des avis rendus. Si l'on considère donc ces motifs de décision négatifs, la France est la seule à remettre systématiquement en cause le rapport efficacité-effet indésirable. Ce rapport efficacité-effet indésirable correspond au rapport bénéfice-risque qui a précédemment été évalué par la commission d'AMM et qui avait donc été jugé favorable puisque le produit a obtenu une AMM européenne. Cette remise en cause du rapport efficacité-effet indésirable est faite dans 59% des cas en Espagne et dans un peu plus de 60% des cas en Écosse et en Angleterre. Et donc, ça n'est jamais fait en Allemagne puisque l'Allemagne ne rend pas d'avis négatif au remboursement. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'en France, dans 80% des cas de ces avis négatifs, on a une remise en cause de la méthodologie de l'étude. Maintenant, nous allons nous intéresser aux produits qui n'ont pas obtenu leur inscription sur la liste en sus de la T2A et comment ces produits ont été traités dans les autres pays européens. On évalue à peu près à 29% les indications pour lesquelles la T2A n'a pas été obtenue, alors qu'elle aurait dû en relever. Bien évidemment, avec les réformes en cours, ces chiffres vont probablement évoluer, mais à la date de cette étude, on était à 29%. Dans près de 60% de ces refus concernent des produits qui étaient précédemment sous ATU, et 83% de ces refus touchent des produits d'oncologie. Ce qu'on peut noter quand on regarde au niveau européen, c'est que dans la majorité des cas, ces produits sont pris en charge dans les autres pays européens. Si on fait une synthèse maintenant en fait des problématiques d'accès que l'on peut rencontrer pour les médicaments en France, on note donc qu'on a 34 indications qui n'ont pas obtenu leur remboursement sur la période considérée.
On a 12 produits qui n'ont pas obtenu leur financement puisque non inscrits sur la liste Orte2A. À noter que pour ces produits non remboursés, dans 56% des cas, c'est de l'oncologie qui est concernée. Pour ces produits qui n'ont pas obtenu l'inscription sur la liste en sus, c'est 83% des produits qui sont en oncologie. On a également rajouté à ça des produits qui n'ont pas sollicité le remboursement en France, sachant que ces produits, en général, les laboratoires font le choix de ne pas aller à la demande de remboursement parce qu'ils redoutent un avis défavorable et l'impact que cela pourrait avoir à la fois dans leurs négociations et également au niveau européen. Donc si on somme tout ça, on a 30% des indications d'oncologie qui ne sont pas ou inéquitablement accessibles pour les patients en France. En conclusion, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la France est le pays qui évalue le plus et qui évalue le plus rapidement, de très loin par rapport aux autres agences européennes, y compris par rapport à l'Allemagne. La France est très en avance sur les avis rendus. Par contre, ce qui est clair aussi, c'est qu'en valeur absolue, le nombre d'avis défavorables au remboursement, c'est en France qu'ils sont le plus importants. À noter qu'en Allemagne, aucun avis défavorable au remboursement n'est donné. Et au final, ce que l'on peut dire, c'est que 30% des indications d'oncologie sont aujourd'hui inaccessibles aux patients français. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ouzlo, pour cette entrée en matière, ce décor posé pour alimenter notre échange de cette table ronde sur l'accès. Je vais peut-être tout d'abord demander à M. Vanek de réagir à ces chiffres, même si évidemment son périmètre de responsabilité et le fait qu'il a un rôle central et clé aujourd'hui, notamment dans l'accès précoce, sur lequel il reviendra peut-être, est important, et sur les médicaments innovants, les indications extrêmement innovantes. Mais dans un premier temps, quelle réaction à ces chiffres, à cette analyse, ce benchmark, cette analyse comparative? Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Alors, d'abord, je vais commencer par une réserve, c'est qu'il est extrêmement compliqué pour moi de réagir à une étude dont j'imagine bien qu'elle a été menée avec un très grand sérieux, mais dont je n'ai pas les éléments. Donc, par principe, effectivement, je serais très intéressé pour en disposer. Ce qui me satisfait et que j'ai relevé à plusieurs reprises, c'est qu'il y a plusieurs moments a été mentionné le fait que la Haute Autorité de Santé était l'agence qui évaluait le plus en Europe. Alors, j'ai même entendu le plus rapidement. Donc, chez les industriels, on n'en a pas encore tout à fait l'habitude d'entendre ces propos, mais c'est extrêmement positif. Et d'une certaine manière, je ne me prononcerai pas sur la position par rapport à nos interlocuteurs européens, parce que ce soit positif ou négatif, je ne vais pas changer d'avis par rapport à l'opinion que je ne peux pas avoir sur cette étude. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pour nous depuis un certain temps un axe de progrès et une préoccupation effectivement très importante d'accélérer les délais d'évaluation, toujours dans une optique qui est le focus central pour nous, c'est l'accès des thérapies pour les patients. C'est vraiment l'optique dans laquelle se situe la Haute Autorité de Santé. Et donc, il y a eu des progrès depuis le plan médicaments innovants qu'on avait lancé en janvier 2020. Il y a eu des améliorations très significatives et en volume et en rapidité de l'évaluation sans jamais sacrifier à la méthode. Donc, que ça se traduise après dans la comparaison avec les pays européens, c'est possible ou pas, je ne sais pas ce que mène. Mais en tout cas, pour nous, c'est un sujet de préoccupation permanent et nous ne considérons pas aujourd'hui, en dépit des progrès importants, de la diminution importante des délais de traitement, que nous sommes arrivés. Nous continuons effectivement à regarder, à voir comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce qu'on peut encore réduire ces délais. Après, vous l'avez dit, là où je suis un tout petit peu, alors pas mal à l'aise, mais où il me semble que cette étude a un caractère assez fortement rétrospectif, c'est que vous vous focalisez beaucoup sur deux aspects. Alors, d'abord, j'ai entendu effectivement que vous comptiez les produits qui n'avaient pas déposé. Là, il y aurait une discussion à avoir pour savoir à quel point il faut blâmer les autorités de contrôle pour les produits qui ne sont pas déposés, mais je ne m'arrêterai pas à ce point-là. Vous mentionnez la prise en charge sur la liste en sus. Je pense qu'on pourra avoir des discussions extrêmement passionnantes sur les critères d'entrée dans la liste en sus, mais de fait, cette discussion elle a été tranchée. Ça a été arbitré, une position qui était portée par la Haute Autorité de Santé publiquement
par ses présidentes successives, qui était effectivement d'accroître l'accès à la licence et notamment pour les produits d'ASMR 4, a été explicitement arbitré. Donc les produits aujourd'hui qui sont mentionnés, qui sont en ASMR 4, vont rentrer sur la licence. Donc je pense que ce constat-là, il peut effectivement avoir un aspect rétrospectif sur l'accès ou non de ces produits à la licence. De fait, il n'est plus d'actualité. Donc s'interroger sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, la question c'est, il a été fait quelque chose et aujourd'hui encore, à la lumière de cette réforme, de cette évolution qui est quantitativement significative, est-ce qu'il reste un problème d'accès à la licence? Et je suis désolé, je vais retourner le problème, pas tellement du côté des industriels, mais du côté des patients. Est-ce qu'il y a pour les patients un certain nombre de produits dont on pense qu'il serait pertinent qu'ils puissent en bénéficier, dont ils pensent eux aussi qu'il serait pertinent qu'ils puissent en bénéficier, et qui aujourd'hui n'arrivent pas à accéder sur la licence? C'est ce bilan-là, il me semble qu'aujourd'hui est pertinent, et pas s'interroger sur la situation antérieure avant effectivement que ça intervienne. Et vous l'avez mentionné, enfin, il y a des questions qui sont relatives aux produits qui se retrouvent avec une non-inscription parce qu'ils ont ce qu'on appelle un service médical rendu insuffisant. Alors l'étude ne dit pas si la HAS a eu raison ou tort de donner un service médical rendu insuffisant. Elle constate néanmoins apparemment que ça n'a pas été le cas dans un certain nombre d'autres pays. Moi, je vous le dis tout de suite, je vais décevoir sans doute certaines attentes. Je ne commenterai pas les discussions de la commission de la transparence. Si on a mis en place une commission indépendante avec des experts, avec des règles de méthodologie et de déontologie aussi drastiques, ça n'est pas pour que le directeur général de la Haute Autorité de Santé vienne et commande ces décisions-là. Par principe, je respecte les décisions de la commission de la transparence. Ce que je peux indiquer en revanche, c'est que là aussi, la question de la méthodologie, c'est une préoccupation qui est absolument centrale pour la HAS, mais ça n'est pas une préoccupation, ce n'est pas une préoccupation d'ermite. C'est une préoccupation que nous souhaitons partager et sur laquelle nous souhaitons élargir en permanence notre réflexion. Et là aussi, ce n'est pas quelque chose qui date d'il y a quelques semaines, c'est un mouvement de fond. La question de la prise en compte dans la méthodologie, notamment de l'avis des patients. Alors, nous avons ici une représentante des patients, donc je la laisserai s'exprimer sur les commentaires qu'elle peut faire et les éventuelles réserves qu'elle peut avoir. Mais en tout cas, pour nous, c'est un des axes prioritaires de notre stratégie. La prise en compte, effectivement, de l'avis des patients est quelque chose d'absolument fondamental et on essaye de l'intégrer dans une méthodologie autour de tout ce qu'on appelle les proms et les prums. Enfin, je ne vais pas jargonner ici, mais dans l'expression des patients. Et vous avez mentionné l'accès précoce. C'est une réforme absolument majeure. Oui. Alors qui n'est pas mentionné dans cette présentation, parce qu'effectivement, la présentation ne se focalise pas sur ce sujet-là, mais on a vu là récemment dans les accès précoces, la réforme s'est mise en place au 1er juillet, le rôle des patients sur un certain nombre de produits, je ne mentionnerai pas, mais je pense qu'on peut les avoir en tête, hein. Il y a eu des produits notamment contre le Covid. Le rôle des patients a été assez déterminant pour que la France soit, à ma connaissance, alors je ne sais pas si on est le premier pays du monde, mais en OCDE, je n'en ai pas vu d'autres, mais il me semble qu'on a été le premier pays au moins de l'OCDE à donner un accès à des produits qui étaient des produits innovants en prévention contre le Covid. Et ça, c'était directement lié justement à la prise en compte du point de vue des patients et des études cliniques. Donc peut-être effectivement, dans certains cas, nous avons des opinions différentes des autres pays, mais ça n'est pas toujours effectivement pour refuser un accès aux patients. Et je pense que l'accès précoce étant vraiment l'évolution assez cardinale, la plus importante qui soit intervenue dernièrement en matière d'accès au traitement, ça n'est absolument pas négligeable de dire ce point-là. Et le dernier point, et après je vais rendre le micro parce que je pense que vous avez envie d'entendre tout le monde sauf moi, le dernier point, c'est qu'en matière de méthodologie, je vous l'ai dit, pour nous c'est crucial, la méthode c'est quelque chose d'important, et comme vous le savez, il y a des réflexions qui se mènent actuellement au niveau européen sur l'évolution de ce qu'on appelle en bon globish l'HTA, qui nous concerne tous ici, et avec la préparation de textes européens qui vont organiser la coordination et l'évaluation au niveau européen. Et en attendant ces textes européens, effectivement, il y a eu ce qu'on appelle toujours en bon globish un tender qui a été lancé par la Commission européenne pour que justement les différentes agences européennes qui s'occupent de ce sujet-là puissent travailler ensemble. Et c'est pour ça que nous avons pris toute notre place dans cette réflexion-là. Nous avons postulé avec un certain nombre d'autres agences, dont l'Allemagne, dont vous soulignez effectivement les divergences dans votre analyse avec la France, pour co-animer un groupe de travail spécifique justement sur la méthodologie. Parce que précisément, nous ne réfléchissons pas à la méthodologie uniquement à partir de nos critères, uniquement dans notre coin. Nous cherchons en permanence à discuter, à élargir, à confronter nos points de vue
revue aux meilleurs standards internationaux. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là aussi que nous avons sur le sujet des essais basket, mais ça j'imagine qu'il y aura plein d'opinions dans la salle qui seront très intéressantes sur ce sujet-là, sur le sujet des essais basket, qui sont effectivement une problématique totalement innovante, effectivement soumis à une publication au Lancet, parce que nous ne réfléchissons pas dans notre coin, mais nous cherchons en permanence à nous confronter, à dialoguer sur ces sujets de méthodologie. Donc oui, nous assumons les résultats que nous avons eus. Je ne peux pas commenter ceux qui ont été présentés là, mais nous assumons effectivement que dans le système français, il y a des produits qui ont eu l'AMM, qui ont un accès au remboursement, et d'autres qui ne l'ont pas. C'est comme ça que le système français est conçu et la HAS assume effectivement. Sur la liste en sus, pour nous, c'est un combat que nous avons toujours mené pour nous. Il nous semble que ce combat, il est largement tranché par les derniers arbitrages, mais il faudra garder. Et pour ce qui concerne la méthode qui expliquerait des divergences avec les autres pays européens, c'est un sujet sur lequel nous sommes sur la brèche parce que c'est absolument fondamental pour nous, quand on est une autorité scientifique indépendante, d'avoir des éléments de méthode, d'avoir des éléments de prise de décision qui soient en permanence contestables, challengeables, et sur lesquels on puisse évaluer et discuter, avec, in fine, le seul objectif qui est crucial, qui est central, c'est effectivement la question de l'accès des patients aux traitements les plus appropriés et les plus innovants. Voilà ce que je pouvais dire en première réaction à cette étude. Merci beaucoup. Ce que donc, nous notons, c'est qu'il y a un travail sur l'HTA qui vise à une convergence. Alors peut-être que c'est les résultats de l'étude dont les modalités n'ont pas encore été connues et mériteraient d'être connues de votre part, qui montrent ces divergences. Ce que nous entendons, c'est que ce travail sur l'HTA, donc le Health Technology Adjustment, l'évaluation bénéfice-risque et l'évaluation pharmaco-économique européenne, permettrait d'aller vers une meilleure convergence de l'évaluation du médicament. Merci. Peut-être la parole d'une représentante d'une association de patients. C'est intéressant, je vous ai vu réagir au propos de M. Vanek tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vouliez exprimer ? Merci tout d'abord pour votre invitation. Juste une petite précision, je ne représente pas les patients, je représente ici l'association Rénalou, qui est une association, comme vous l'avez dit, de patients concernés par les maladies rénales, greffés, dialysés. Autant de patients qui ont payé un très très lourd tribut à l'épidémie de Covid. On a aujourd'hui plus de 2000 patients qui sont décédés du Covid, un petit peu plus d'ailleurs. Et aujourd'hui, la crise n'est pas du tout derrière ces patients, qui sont sévèrement immunodéprimés pour la plupart et qui, pour une partie d'entre eux, ne sont pas protégés par la vaccination. Donc ce sont des patients qui ont pu accéder à une 3e dose vaccinale, mais qui ne répondent pas pour partie à ce schéma et qui sont aujourd'hui exposés encore à des risques importants de mortalité, ce qui les rend très très vulnérables et ce qui les faisait beaucoup espérer des innovations. Et effectivement, vous le disiez, Thomas Vanek, on a aujourd'hui, je pense que d'ailleurs c'est le premier médicament qui a fait l'expérience de la refonte de l'accès précoce avec le cocktail d'anticorps monoclonaux en prophylaxie, c'est-à-dire avant contamination, pour prévenir la contamination ou tout au moins les formes graves de Covid. Une décision qui est intervenue assez tôt, avec sans doute un peu de pression sur la HAS, mais la HAS a effectivement rendu une décision d'accès précoce assez tôt, et je pense que le cocktail d'anticorps monoclonaux en question est le premier médicament à avoir fait donc l'objet de cette accès précoce nouvelle formule. Pour autant, et je pense que effectivement les débats auxquels j'ai assisté depuis ce matin on parle beaucoup, puisque c'est le cœur effectivement du market access, des difficultés, des lenteurs, des critiques que l'on peut éventuellement faire ou nuancer à la haute autorité de santé. Moi, ce que j'ai envie de dire et ce dont j'aimerais témoigner aujourd'hui, c'est que même lorsqu'on a tout le matériel, lorsque la HAS a fait le travail, lorsqu'on a une décision d'accès précoce qui est intervenue le 3 août dernier sur donc l'accès aux anticorps monoclonaux en prophylaxie, lorsqu'on a un DGS urgent qui est sorti dans la foulée, en mars, enfin, on a tout le matériel scientifique et réglementaire qui permet l'accès des patients dans certaines indications à ces médicaments, eh bien aujourd'hui, et vous l'avez peut-être lu dans Le Monde la semaine dernière, on se heurte à des inégalités
très très importante d'accès au traitement, et ce n'est pas la faute de la HAS, ce n'est pas la faute du ministère, ce n'est pas la faute aux associations de patients qui se sont mobilisées, et c'est peu dire, depuis des mois pour obtenir cet accès précoce. Donc aujourd'hui, la question que j'ai envie de poser, et à laquelle je ne m'attends pas à avoir de réponse aujourd'hui, ni tout à fait demain matin, c'est comment on s'organise pour que lorsqu'il y a des décisions qui permettent l'accès précoce, alors le cas du Ronapreve en l'occurrence est illustratif, mais il est révélateur aussi d'un dysfonctionnement qui préexiste, qui est ancien, avec des médicaments qui sont autorisés, qui ne sont pas prescrits, qui ne sont pas délivrés aux patients, et donc des patients qui entrent dans les indications, qui sont privés de l'accès à ce médicament. Et là, en l'occurrence, on parle de quoi ? On parle de perte de chance, avec des patients qui ne répondent pas à la vaccination, qui sont hautement vulnérables, qui ne pourraient d'ailleurs pas être là aujourd'hui à ma place, puisque ce sont des patients qui sont aujourd'hui contraints de suivre un confinement très strict, encore aujourd'hui. Donc c'est la mort sociale pour ces patients. Donc je m'interroge en fait sur les leviers, et aujourd'hui, je vous le dis très sincèrement, je suis en charge du plaidoyer de Renalou, mais on est démunis. Autant agir auprès des autorités publiques, agir auprès de la HAS pour accélérer les processus, pour que les choses avancent, pour que les textes soient publiés, pour que les pouvoirs publics fassent le travail. Nous savons faire, nous savons faire valoir le témoignage et la vie réelle des patients pour faire avancer les choses. Et c'est vrai que depuis la crise, on a pu observer des fulgurances aussi dans l'administration française et dans les agences sanitaires. Et là, aujourd'hui, on se heurte à des freins qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles d'ailleurs à analyser. Alors l'article du Monde, pour ceux qui l'ont lu, donne quelques éléments d'information, mais c'est selon moi assez incomplet. On arrive assez mal à comprendre pourquoi ces patients, dont quasiment la survie dépend de l'accès à ces traitements. Aujourd'hui, on se demande pourquoi l'accès est aussi inégal. Et je crois qu'on doit s'interroger, puisqu'il ne suffit pas, effectivement, il ne suffit pas d'avoir la décision qui va bien pour obtenir l'égalité d'accès. Autre chose pour réagir, Monsieur Vanek, à votre commentaire sur l'évolution aussi de la doctrine de la HAS au sujet de la prise en compte de l'expérience des patients dans l'évaluation des produits de santé. C'est effectivement un sujet qui est central pour de nombreuses associations de patients, pour Renalou en particulier. D'ailleurs, nous avons organisé la semaine dernière, Renalou, un séminaire sur la prise en compte de l'expérience des patients dans l'évaluation des produits de santé, que ce soit d'ailleurs pour les produits innovants comme pour la réévaluation de produits plus anciens. On a fait une enquête qui a porté sur la vie avec les médicaments anti-rejet, donc qui était adressée à des patients transplantés. Une enquête à laquelle plus de 850 personnes greffées ont participé, donc ça montre aussi qu'il y a de l'intérêt des patients pour ce type d'enquête en vie réelle, à plus forte raison lorsqu'elles sont conduites par des associations qui sont sans doute pour ces patients des tiers de confiance de qualité. Et donc à partir de ces résultats-là, on souhaite effectivement démontrer d'une part la capacité à agir de nos associations de patients, puisque c'était une action que nous avions portée avec d'autres associations de patients greffés, notre capacité à agir, à produire des datas pertinentes et réutilisables par les autorités, et puis effectivement essayer d'influencer la doctrine de la HAS, même si effectivement la voie est engagée, et c'est vrai que la refonte de l'accès précoce, elle ouvre cela, et elle le permet. Elle permet aussi de renforcer un dispositif d'appel à contribution qui existait auparavant. En effet, la perspective patient, elle est cruciale, et je le dis pour ce qui concerne l'accès aux anticorps monoclonaux à visée prophylactique. Je pense, en effet, vous avez raison, que la contribution de Renalou en particulier a été assez déterminante. Donc, il y a effectivement un intérêt à tenir compte du point de vue des patients, et le point de vue des patients, il sera d'autant mieux défendu qu'on sera en capacité de produire des données. Et donc je pense que l'enjeu de demain sur l'évaluation et la réévaluation des produits de santé, ça va être sur la capacité justement à collecter ces données, à produire des données de qualité qui seront pas seulement produites par les laboratoires, mais aussi par des associations de patients en qui nous espérons que les autorités feront de plus en plus confiance. Bon, donc passons peut-être à vous, Madame la sénatrice. Vous avez vu les résultats de l'étude. Quelle réaction ? On comprend bien que peut-être vous n'avez pas eu toute la publication de l'étude, mais je pense qu'il y a quand même des résultats qui sont assez frappants.
Oui, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Non, j'avais un peu regardé, on avait eu un document nous donnant un peu le résultat de l'étude. Ça correspond à ce que nous, on avait constaté, puisqu'on avait fait en 2018 au sein de la Commission un rapport sur l'accès précoce aux médicaments que j'avais co-rapporté avec 2 collègues. On l'avait fait juste avant le CSIS de 2018. Et ensuite, 1 an après, on avait refait une évaluation pour voir ce qui, dans le CSIS de 2018, était mis en application. Et là, puisqu'il y avait un nouveau CSIS cette année, on a refait également au sein de la Commission des affaires sociales une étude toujours sur l'accès à l'innovation, qu'on a plus axé quand même un peu sur l'écosystème à la fois français et européen de l'innovation. Alors, j'entends aussi les remarques qu'a fait Thomas Vanek. En effet, il y a depuis l'étude des évolutions qui ont été faites, notamment sur la liste en sus. C'était quelque chose que l'on avait remarqué en voyant le décalage entre l'ASMR donné par la Haute Autorité de Santé, qui générait l'inscription et qui, de fait, mettait parfois des hôpitaux en difficulté et puis surtout avait une inéquité d'accès sur le territoire à l'innovation selon l'endroit où vous habitiez. Cette réforme de l'évaluation, nous la demandions, nous l'avions demandé régulièrement et bon, les choses là encore bougent et on le voit et ce que la Haute Autorité de Santé fait est important. On a vu aussi que les choses ont bougé dans quelque chose qui n'est pas forcément traité dans l'étude, mais qui était aussi les essais cliniques. Et on a vu que la NSM avait beaucoup bougé. C'était un des points difficiles. Il reste encore des points avec les comités de protection des personnes qui nécessitent vraiment d'être réévalués. Je crois qu'il y a quelque chose dans le PLFSS sur ces sujets-là. Mais les choses ont bougé. Et la crise sanitaire, qui plus est, a montré que quand on voulait, on pouvait. Donc on va espérer que ça continue et que tout ce qui a pu être fait pendant cette crise puisse perdurer. Ça nécessite peut-être des moyens supplémentaires au niveau des agences, mais il y a des choses qui sont tout à fait possibles. C'est vrai que souvent, quand on comparait, et on l'avait fait dans le rapport, mais on le voit aussi un peu dans l'étude, c'était à partir du moment où l'AMM était donné au niveau européen, cette discordance et ce délai entre le moment où le médicament pouvait être remboursé. Alors, c'était un peu tempéré par les autorisations temporaires d'utilisation, mais néanmoins, il y avait un délai très long. Et nous, on préconisait plutôt un remboursement conditionné qui permettait en effet d'étudier les données en vie réelle, qui permettait éventuellement de réévaluer, mais d'évacuer ce temps de latence très long entre l'AMM et données, et ce qui est très pénalisant pour les patients qui se disent mais d'autres pays, on peut avoir accès aux médicaments et nous, on ne peut pas. C'est terriblement angoissant pour les patients de ne pas pouvoir bénéficier, même si je partage l'idée que tout ce qui est présenté comme innovation ne se révèle pas innovant au final, mais ça nécessite justement quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus travaillé avec les industriels du médicament, mais pas ce délai très long où il ne se passe rien hormis les négociations de prix. Donc ça va plutôt dans le bon sens. À chaque PLFSS, on essaie, et le prochain arrive prochainement, c'est notre commission qui s'y colle, si je puis dire. À chaque PLFSS, on essaie de voir en effet ce qui progresse. Alors ça progresse, parfois doucement. On avait eu il y a 2 ans un article qui faisait l'extension d'indication des ATU, qui était un article de 13 pages quasi incompréhensible. Excusez-moi de le dire, mais je l'avais dit au ministre, donc je peux le dire ici, qui avait mis d'ailleurs 1 an à voir son décret d'application. Là, l'an passé, il y a eu les modifications d'accès précoce, qu'on avait plutôt soutenu avec quelques ajustements. On va voir ce qui arrive maintenant par rapport en effet aux progrès que peuvent être faits par rapport à l'innovation et aux annonces qui ont été données dans le CSIS, notamment dans tout ce qui est recherche. On verra ça plus dans le budget général, mais il y a un progrès à faire. Il y a un point qui reste encore difficile et qui ne bouge pas beaucoup. J'espère que ça va bouger un peu. C'est celui des tests compagnons. Parce que qui dit traitement dit quand même test compagnon pour voir si le traitement est bien adapté. Alors la liste en sus va bouger, tant mieux, mais le répertoire
des actes innovants hors nomenclature doit bouger, parce qu'il n'est pas admissible que ça fait 4 ans qu'on en parle, nous, au sein de la commission, mais donc c'est antérieur. Et j'étais tout à l'heure aux 15e rencontre du cancer, où Norbert Ifra, le président de l'INCAM, disait la même chose. Ça bouge très lentement sur le RIHN et c'est majeur en termes de traitement et d'accès précoce à l'innovation. Et en plus, même si on est comptable des deniers publics, et j'entends en effet qu'on doit à la fois être dans la sécurité du médicament, dans l'efficacité, mais aussi dans la maîtrise des coûts. Mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas cette réflexion un peu économique, si je puis dire, de ce que l'innovation et notamment certaines dépenses puissent générer comme maîtrise des coûts ultérieurement. Il y a toujours ce décalage un peu. Retour sur investissement, ce n'est pas un beau mot qu'on utilise en matière de santé, mais néanmoins, je pense qu'il faut vraiment avoir cette réflexion si on veut soigner de façon meilleure les patients et leur donner vraiment la thérapeutique la plus adaptée. Bon, ça bouge quand même, et on en est heureux, mais il y a encore quelques petits points à améliorer. Quelques petits points. Non, je suis gentille, parce qu'il y a M. Vanek à côté de moi. Non, mais peut-être on va rebondir exactement sur ce point. Mais ça bouge néanmoins, et il faut s'en féliciter. Parce que, M. Vanek, vous avez ouvert un petit peu la porte en disant que vous êtes en train de revoir les méthodologies, par exemple, inclure plus la voix des patients ou des associations de patients, aussi, par exemple, les basket trials ou les méthodologies européenne. Est-ce que vous préconisez aussi, par exemple, prendre plus en compte les sociétés savantes ou les filières de soins dans les maladies rares ? Alors, je ne vais pas rentrer une fois de plus sur les travaux de méthodologie. Les choses sont ouvertes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on fait. On travaille beaucoup avec les sociétés savantes à la Haute Autorité de Santé. La question de savoir à quels experts, comment est-ce qu'on recourt à l'expertise, c'est une question effectivement qui est complexe et sur laquelle là aussi on a décidé d'avancer, plus pour nous pour identifier plus simplement et plus rapidement des experts en utilisant des outils notamment qui font appel à l'intelligence artificielle, enfin en essayant de moderniser un peu tous nos outils et sortir un peu du fichier Excel pour la sélection de l'expertise. Ce qu'il faut voir de toute façon, c'est que il y a des attentes. Alors, vous avez mentionné effectivement le sujet du RIHN. C'est effectivement un sujet là aussi qui est un sujet qui est extrêmement important. Moi, je suis étonné que vous n'ayez pas encore parlé du sujet des données en vie réelle. D'habitude, en général, si vous voulez en parler après. On était curieux si que vous le soulevez. Non, mais parce que le sujet des données en vie réelle, la HAS, c'est évidemment pour nous un sujet qui est absolument crucial parce que de toute façon, elles vont prendre ces données dites observationnelles un impact de plus en plus grand. Et c'est là, en fait, que la réforme... Alors, vous me permettrez, Madame la Présidente, de ne pas partager votre avis sur la réforme de l'accès précoce. Moi, je pense que c'est une réforme absolument majeure, en fait, et qui transforme beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est le temps qui nous permettra de confirmer ou d'infirmer si c'était juste une évolution parmi d'autres ou une vraie réforme. L'intérêt de cette réforme, c'est que, en plaçant les discussions avec les industriels très en amont, idéalement même, le principe, c'est avant que l'AMM soit attribuée. Elle permet, lors de discussions qui sont extrêmement techniques autour du PUTRD, enfin je ne vais pas revenir sur le détail, d'avoir un dialogue qui est vraiment longitudinal tout au long du cycle de vie du produit de santé. Et la représentante de Renalou parlait effectivement des datas. Les données tout au long du cycle de vie du produit de santé, elles vont être absolument fondamentales. Et c'est cette culture-là, c'est cette transformation-là qu'on essaye de mettre en place. C'est-à-dire que dès les premières données qui sont... parce qu'avant l'AMM, et même au moment de l'AMM pour les produits d'oncologie dont vous parliez, on n'est pas toujours sur des essais de phase 3 qui sont complètement bouclés. Disons que c'est pas systématiquement comme ça. Donc il y a des données qui sont encore imparfaites, qui donnent des indices, qui donnent des éléments, mais il va en falloir d'autres. Il va y avoir d'autres études, il va y avoir des données observationnelles, et arriver à organiser justement le dialogue avec l'instance d'évaluation pour savoir de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'il faudra regarder au regard des éléments d'incertitude qui restent tout au long du cycle de vie, c'est important. Et pour ça, avoir un échange dès l'accès précoce avec la Haute Autorité de Santé, c'est vraiment ça. Moi, dans les échanges que j'ai pu avoir avec les industriels, on nous a toujours dit ce qu'il nous faut, c'est de la visibilité, de la prévisibilité, de l'anticipation. Ça, cette réforme-là, elle permet ça justement. Elle permet de se dire tout de suite, au lieu d'avoir un malentendu et au moment de l'examen du SMR,
Ben, on vous met ses mérites parce que vous n'avez pas du tout mesuré les choses qui sont importantes effectivement pour l'institution qui est chargée de dire s'il faut un remboursement ou pas. On a eu un dialogue en amont, on a pu se dire ça, il faudra regarder ça. Et accompagné avec une autre réforme qui a fait assez peu de bruit, mais qui je pense aussi peut être assez déterminante, qui est celle du service médical rendu conditionnel. Parce que vous savez aujourd'hui que dans la doctrine de l'ACT, il y a la possibilité de rendre un service médical rendu qui est conditionnel, c'est-à-dire qu'on le donne, mais on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore les informations qui permettraient normalement de donner un service médical rendu suffisant. Et du coup, il faut, dans un délai qui est fixé, après échange avec l'industriel, il faut qu'on ait des éléments complémentaires, des confirmations d'un indice d'efficacité du produit dans un délai donné. Et ça, tous ces éléments-là, ça permet justement un dialogue dans la durée et ça évite les malentendus et tout ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement des industriels qui arrivent avec des données qui, pour lui, sont tout à fait satisfaisantes et l'opinion des experts qui sont en face peut être un peu divergente sur ce qui a été mesuré ou comment ça a été fait. Donc, tout ça, tout ce qui permet dans la durée d'impliquer, on a parlé effectivement des patients, mais du point de vue des patients, de l'impact sur la qualité de vie. Vous avez mentionné aussi l'impact des produits, la question de l'impact organisationnel de ces produits, qui est un sujet qui a toujours été à l'agenda, mais sur lequel des avancées, là aussi méthodologiques significatives, sont en cours d'achèvement. Tous ces sujets-là, c'est des sujets qui nous permettent d'avancer et d'une certaine manière d'améliorer la qualité de l'échange, parce que, in fine, ça dépend toujours d'un échange entre un industriel qui arrive avec un produit et un dossier, et de l'autre côté, une instance qui est chargée, pas toute seule, mais en sollicitant diverses expertises, de se prononcer sur ce dossier. Donc je pense, Madame la Présidente, mais on aura la confirmation, que ces évolutions sont assez significatives. Maintenant, effectivement, on sait devant nous qu'on a, sur les dispositifs médicaux et sur les tests compagnons, sur tous les sujets au-delà de ça, d'un certain nombre de dispositifs innovants, on peut aller. Il faut qu'on aille encore plus loin, il faut qu'on avance. Il y a eu des avancées. Si je reste sur le sujet des dispositifs médicaux, parce que là on parle beaucoup de l'accès précoce, le forfait innovation, c'est un exemple qui est très intéressant. C'est un dispositif qui dès le départ était conçu magnifiquement et qui dès le départ a rencontré un bid tout aussi magnifique. Ça n'a pas marché du tout. Donc les gens qui ont conçu le dispositif étaient très surpris. La HAS attendait le pied sur le pont pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et après échange, discussion, il y a eu un certain nombre de paramètres, il y a eu un certain nombre d'évolutions qui ont été portées, qui vis-à-vis du grand public, vous serez absolument incompréhensible. Sauf que ces évolutions ont été déterminantes et que maintenant ça marche. Ça marche vite et ça marche fort. Il y a beaucoup de dossiers de forfait innovation qui arrivent et c'est enfin quelque chose qui se met en place. Et je pense que c'est ça la logique des nouveaux dispositifs. C'est-à-dire que non seulement il faut des bonnes idées, il faut des choses qui permettent d'avancer, mais il faut trouver les raisons pour lesquelles ça va marcher et pour lesquelles on va avancer. Et je peux vous dire qu'une chose, c'est qu'on n'a pas effectivement de compétences sur le sujet qu'évoquait tout à l'heure Magali Léo, sur le fait que quand on a pris une décision, quand toutes les planètes sont alignées, eh ben, les patients, ont, dans un certain nombre de cas, n'ont quand même pas accès au traitement. Mais ça, c'est pour nous un sujet absolument majeur, parce qu'effectivement, sinon, tout cela n'aura été en vain si, in fine, les patients n'ont pas pu bénéficier du traitement qui a suscité autant d'approbation. Voilà. Cette évolution vers une démarche plus précoce dans la relation entre l'industriel et vous-même, pour mieux anticiper les choses, avoir plus de data, quelque chose qui est une très très bonne évolution qu'on peut apprécier. Comment vous voyez l'articulation de cette évolution avec l'agence du médicament? Parce qu'il faut que la démarche soit en amont, en parallèle. On la voit très bien. Et bon, c'est une très bonne nouvelle. On la voit très bien. On travaille énormément avec l'ANSM. L'accès précoce, et j'aurais peut-être dû commencer par là, ne pouvait fonctionner que si on était en parfaite intelligence et en parfait fonctionnement avec l'ANSM. Alors ce sera à vous de nous dire aussi, mais le principe de cette réforme, c'est déjà qu'on la faisait, dès lors qu'il y a deux agences qui sont impliquées, on la faisait avec un guichet unique. Donc on a mis en place ce guichet unique, il y a un seul endroit où les industriels déposent le dossier. Et puis il y a un seul avis qui est rendu, qui intègre l'avis de l'ANSM. Ça, on s'y est tenu pour l'instant. Et on a un délai dans lequel on est encapsulé. Alors l'ANSM, ils ont la possibilité de le dépasser, mais pas nous. Au bout de 90 jours, le silence de la Haute Autorité de Santé vaut accord. Donc le travail en permanence au quotidien avec l'ANSM, il est indispensable. Et pour l'instant, moi, alors peut-être que le docteur Ratigny-Carbonel aura une autre opinion, mais moi, je ne peux que me féliciter de la qualité du travail qui est fait avec l'ANSM. La coopération est vraiment... Et ce ne serait pas possible autrement.
Bon, ça nous donne du courage et ça nous laisse de l'espoir. Donc, on va regarder de très près qu'est-ce qui va se mettre en place en détail. Je pense qu'on ne peut pas échapper aux commentaires que le président de la République avait annoncé qu'il va avoir un système à l'allemande. Finalement, on a découvert que c'est un système bis parce qu'en fait, c'est après un avis de l'HAS. Donc, c'est déjà considérablement plus tard que l'Allemagne. Et puis après, il a une rémunération forfaitaire. Donc c'est encore moins à l'Allemagne. Donc, quelque part, dans la mise en place, je pense qu'il y a encore des détails à affiner. Donc, nous espérons qu'effectivement, on peut s'approcher plus vraiment à un système allemand. Donc, en fait, le G5 préconise qu'on devrait implémenter un vrai système allemand. Ça accélère encore plus l'accès à l'innovation, qui est important pour les patients et les malades, à notre avis. Et puis finalement aussi sur les critères de l'évaluation, parce qu'on voit que quand même dans l'étude Prioritis, il paraît qu'il y a quand même quelques différences, notamment avec l'Allemagne. Je comprends bien que vous ne voulez pas vous prononcer sur les détails de l'étude, ça je comprends complètement. Mais nous, comme industriels, on observe quand même des différences assez prononcées. Donc ça, je pense qu'on peut dire. Donc avec ça, je pense qu'on va finir et conclure notre session. Merci beaucoup pour tous les intervenants d'être venus, très appréciés, et d'avoir écouté les différentes perspectives de vue. Et donc je passe la parole à Didier. Merci beaucoup. On va projeter une vidéo si vous voulez regarder. Pour la conclusion des 10e rencontres du G5 Santé, nous devions avoir avec nous le ministre des Solidarités et de la Santé, M. Olivier Véran. Le ministre s'excuse parce qu'il a été retenu. Au moment même où nous parlons, il est avec le président de la République. Le ministre a quand même tenu à apporter son témoignage pour les 10e rencontres du G5 Santé. Je vous invite donc à voir la vidéo qu'il nous a envoyée. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, depuis le début du quinquennat, nous assumons une rupture. Une rupture dans la manière de valoriser nos produits de santé et les industriels qui les développent et les produisent. Ce changement d'état d'esprit, il est antérieur à la crise. Mais la prise de conscience collective, à travers la crise sanitaire, de l'importance de réinvestir dans le secteur de la santé, et notamment dans celui des industries, est devenue une évidence pour l'ensemble de nos concitoyens. La souveraineté sanitaire de notre pays est une priorité. Notre politique, elle est équilibrée. J'assume être le ministre de la Santé qui favorise prioritairement l'accès au marché des traitements innovants, parce que c'est cette politique qui nous permet et qui permet à nos patients de bénéficier des traitements dans des situations médicales où il n'existe pas ou peu d'alternatives thérapeutiques. Par ailleurs, et c'est une autre conviction, notre système doit se penser dans des enveloppes budgétaires définies, même si un effort très important a été fait cette année, j'y reviendrai. Parler de soutenabilité financière, ce n'est pas un gros mot, c'est une réalité, c'est la condition même de notre crédibilité. Nous devons rendre notre dépense efficiente et avoir une vraie réflexion sur la valorisation des produits de santé. Les baisses de prix sont nécessaires au cours du cycle de vie du médicament. La pénétration des génériques et des biosimilaires, dès les pertes de brevets, doivent être des priorités partagées entre l'ensemble des acteurs. Ces objectifs ne sont pas contradictoires, mais sont nécessaires pour avoir une politique de santé pérenne et soutenable pour notre système. Nous souhaitons que vos entreprises développent des traitements innovants et qu'ils viennent les produire en France. L'année prochaine, les économies resteront importantes sur les produits de santé, mais avec la croissance naturelle des dépenses et les mesures nouvelles annoncées dans le cadre du CSIS, la dépense remboursée des produits de santé l'année prochaine augmentera d'1 milliard d'euros supplémentaires. C'est une croissance qui est inédite, elle est assumée, et elle permettra une croissance de vos chiffres d'affaires plus importante que les années précédentes. La présentation du PLFSS 2022, vendredi dernier, c'est la traduction parfaite de nos engagements. Nous mettons en œuvre l'ensemble des mesures annoncées par le président de la République lors du dernier CSIS. Je ne vais pas vous détailler ici toutes les mesures que nous portons et le débat parlementaire permettra de préciser toutes nos intentions. Mais je souhaite insister sur 2 d'entre elles, parce qu'elles sont directement en faveur de vos entreprises, celles qui investissent et produisent en France.
Le critère industriel sera ajouté parmi les critères de fixation des prix dans la loi, permettant sa prise en compte, étant entendu que la valeur thérapeutique doit évidemment rester la porte d'entrée de nos réflexions pour récompenser les innovations. Les crédits CSIS octroyés par le CEPS pour récompenser les investissements industriels seront quant à eux augmentés pour arriver à 200 millions d'euros dès l'année prochaine et augmenter de 50 millions d'euros les années suivantes. Au-delà de toutes les mesures portées dans le PLFSS, nous avançons sur tous les autres chantiers et mon ministère est totalement mobilisé. Concernant nos achats hospitaliers, nous allons ajuster notre doctrine en faveur des PME innovantes et en donnant plus de prévisibilité à vos entreprises. Nous souhaitons également que nos CHU redeviennent de véritables acteurs de l'innovation avec des prises de participation facilitées dans des entreprises innovantes. Je suis convaincu que nous allons démontrer collectivement que notre politique porte ses fruits en termes de santé publique, mais aussi de réussite économique. Cette politique, elle doit se traduire par un accès plus rapide au traitement dès les essais cliniques, mais également elle doit générer des investissements financiers et permettre de créer des emplois sur notre territoire. Je sais que vos entreprises sont très engagées dans la production en France et je souhaite sincèrement vous en remercier. Nous voulons vous aider à continuer d'investir dans vos outils productifs, mais aussi à développer des traitements innovants. Il n'existe pas de modèle économique basé uniquement sur les produits matures, voire génériqués. Nous continuerons nos efforts, nos échanges nombreux et constructifs avec votre secteur. Je sais que je peux compter sur vous, vous pourrez compter sur moi. Merci et à bientôt. Donc les 10e rencontres du G5 Santé sont maintenant terminées. Elles ont contribué à une meilleure connaissance des différents acteurs du système de santé, à l'émergence, j'espère, des voies d'amélioration efficaces de l'indépendance sanitaire de la France et de l'Europe. Je vous propose maintenant de poursuivre nos débats autour d'un cocktail qui vous attend juste à la sortie de cet auditorium. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.